Bonjour, je suis Léonore et aujourd'hui je vais traverser le temps pour te raconter l'histoire d'Hawaï, un archipel né du feu des volcans. Bien avant que les cartes européennes ne commencent à se comporter comme si elles avaient découvert le monde, des navigateurs polynésiens traversaient déjà le Pacifique à bord d'immenses pirogues à double coque. Pas de boussole, pas de sextant, et certainement pas de grandes théories sur la civilisation. Seulement les étoiles, les courants marins et une connaissance de l'océan capable de faire passer bien des explorateurs célèbres pour de simples touristes perdus. Les îles d'Hawaï existaient bien avant qu'un navigateur n'apparaisse à l'horizon. Pendant des millions d'années, d'immenses volcans ont lentement émergé du fond de l'océan, poussant des montagnes entières au-dessus de la surface. Lorsque les premiers Polynésiens arrivèrent, ils découvrirent un archipel luxuriant, mais aussi exigeant. Alors ils firent ce qu'ils savaient faire de mieux, cultiver la terre, pêcher et transformer un territoire sauvage en un lieu habitable. La société hawaïenne ne s'est pas improvisée du jour au lendemain. Le territoire était organisé en systèmes appelés Aupua'a, des zones qui s'étendaient des montagnes jusqu'à la mer. C'était une manière efficace de répartir les ressources. Des chefs appelés alii gouvernaient ces régions, tandis qu'un système spirituel complexe nommé kapu régulait les comportements. Et oui, les règles étaient nombreuses, et en enfreindre certaines pouvait avoir des conséquences plutôt définitives. Même séparées par la mer, les îles ne vécurent jamais totalement isolées les unes des autres. Des pirogues traversaient régulièrement les canaux, transportant des personnes, des histoires et parfois quelques rivalités entre chefs. Pendant ce temps, la culture se développait en étroite relation avec la nature. Les chants conservaient des généalogies entières, les danses racontaient les dieux, et presque chaque montagne semblait porter la mémoire d'un passé ancien. Pendant des siècles, Hawaï vécut pratiquement en dehors du radar du reste du monde. Au cœur du Pacifique, les îles suivaient leur propre rythme, guidées par les traditions, les chefs locaux et un profond respect pour la terre et la mer. Mais comme l'histoire le montre souvent avec les endroits paisibles, tôt ou tard, des navires apparaissent à l'horizon, remplis d'ambition et de gens persuadés d'avoir découvert quelque chose qui était là depuis toujours. En 1778, se produisit quelque chose que l'histoire semble répéter assez souvent. Quelqu'un décida de découvrir un endroit où des gens vivaient déjà depuis des générations. Cet homme était le navigateur britannique James Cook. Lorsque ces navires apparurent à l'horizon, ces énormes embarcations semblèrent totalement nouvelles aux yeux des Hawaïens. Pour Cook, en revanche, ce n'était qu'une étape de plus dans un long voyage d'exploration et, bien sûr, de revendication. La première rencontre entre Hawaïens et Européens fut curieuse, prudente et même plutôt amicale. Des pirogues s'approchèrent des navires, de la nourriture fut échangée et chacun tenta de comprendre l'autre. Pendant un moment, tout sembla étonnamment pacifique. Mais lorsque deux mondes très différents se rencontrent, cette simplicité ne dure généralement pas longtemps. Gestes, symboles et intentions commencèrent vite à être interprétés de manière très différente. Lorsque Cook revint sur les îles l'année suivante, l'atmosphère n'était déjà plus aussi cordiale. De petits conflits commencèrent à apparaître, nourris par des malentendus culturels et des tensions croissantes. En 1779, dans la baie de Kealakekua, la situation finit par exploser. Lors d'un affrontement entre marins britanniques et guerriers hawaïens, le célèbre explorateur termina son voyage. Non pas en mer, mais sur la plage. La mort de Cook n'interrompit pas le contact avec le reste du monde. Bien au contraire. De plus en plus de navires commencèrent à arriver sur les îles. Avec eux vinrent commerçants, explorateurs et missionnaires. Ils apportèrent des armes, de nouvelles idées, de nouvelles religions et bien sûr de nouvelles ambitions. C'est dans ce contexte en pleine transformation qu'apparut un chef déterminé à changer le destin des îles, Kamehameha. Kamehameha était un guerrier, un stratège et surtout un homme qui comprenait parfaitement l'époque dans laquelle il vivait. Profitant d'alliances et d'armes obtenues grâce au commerce avec les étrangers, il lança des campagnes contre des territoires rivaux.
Après des années de batailles et de négociations, il réussit ce qu'aucun dirigeant n'avait accompli avant lui, unir une grande partie de l'archipel sous un seul pouvoir. En 1810, après des années de batailles, d'alliances et de démonstrations de force assez convaincantes, Kamehameha réussit quelque chose de rare dans l'histoire des îles, les unir sous un seul royaume. Ainsi naquit officiellement le royaume d'Hawaï. Pour la première fois, l'archipel possédait un gouvernement central. Ce fut une période de stabilité, du moins jusqu'à ce que les intérêts étrangers réalisent à quel point ces îles au milieu du Pacifique étaient stratégiques. Peu de temps après, des navires étrangers commencèrent à apparaître de plus en plus souvent. Les commerçants s'intéressaient particulièrement au bois de santal, très recherché sur les marchés asiatiques. Ce commerce apporta rapidement de la richesse au royaume, mais exigea aussi un travail intense de la population locale. En peu de temps, une grande partie de l'économie se mit à dépendre de cette activité commerciale. En 1820 arrivèrent des missionnaires protestants venus des États-Unis. Ils apportèrent des livres, des écoles et une forte volonté de transformer la société hawaïenne. Ils enseignèrent la lecture et l'écriture, adaptèrent la langue hawaïenne à l'alphabet latin et fondèrent de nouvelles institutions. Dans le même temps, plusieurs traditions locales commencèrent à être découragées. Une profonde transformation culturelle était en marche. Mais les changements ne vinrent pas seulement sous forme d'idées ou de religion. Avec les navires arrivèrent aussi des maladies contre lesquelles les Hawaïens n'avaient aucune immunité. Des épidémies de rougeole, de grippe et de variole se propagèrent rapidement sur les îles. En quelques générations seulement, la population autochtone diminua de manière dramatique. Un détail tragique qui accompagne souvent les rencontres entre mondes très différents. Pendant ce temps, des entrepreneurs étrangers remarquèrent une autre opportunité. Le sol volcanique et le climat tropical d'Hawaï étaient presque parfaits pour la culture de la canne à sucre. De vastes plantations apparurent rapidement sur les îles. Pour y travailler, des milliers d'immigrants furent recrutés au Japon, en Chine, aux Philippines et au Portugal. Peu à peu, l'archipel commençait à ressembler à quelque chose de très différent de l'ancien royaume polynésien. À la fin du XIXe siècle, le royaume d'Hawaï existait encore, au moins officiellement. En pratique, les hommes d'affaires liés aux plantations de sucre possédaient déjà une influence politique considérable. Beaucoup étaient descendants de missionnaires américains arrivés des décennies plus tôt avec des bibles à la main et qui dirigeaient désormais des entreprises très rentables. Avec le temps, leurs ambitions politiques grandirent presque aussi vite que les plantations. En 1887, ces entrepreneurs décidèrent que le roi Kalakaua détenait bien trop de pouvoir à leur goût. Ils lui présentèrent donc une nouvelle constitution, poliment accompagnée d'une pression armée. Le document fut rapidement surnommé « la Constitution de la baïonnette ». Et le nom n'était pas vraiment symbolique. Elle réduisit fortement le pouvoir de la monarchie et transféra une grande partie de l'autorité politique vers les élites économiques. Lorsque le roi mourut en 1891, sa sœur Liliuokalani monta sur le trône. Contrairement à beaucoup de ceux qui l'entouraient, elle croyait encore que le royaume pouvait retrouver une véritable souveraineté. En tentant d'introduire une nouvelle constitution pour restaurer l'autorité de la monarchie, elle se heurta rapidement à l'opposition de ceux qui s'étaient déjà très bien adaptés au nouvel équilibre du pouvoir. En 1893, des leaders liés aux élites économiques organisèrent un coup d'État contre la monarchie. Des troupes américaines débarquèrent à Honolulu pendant la crise, officiellement pour protéger les intérêts étrangers. Sans soutien militaire suffisant et cherchant à éviter un bain de sang, la reine choisit d'abdiquer. Quelques années plus tard, en 1898, Hawaï fut officiellement annexée par les États-Unis. Les îles nées du feu, trouvées par les étoiles et gouvernées par des rois, ont fini par entrer dans l'histoire d'une nation lointaine. Il existe encore de nombreuses histoires cachées dans le temps. Si tu veux en traverser d'autres avec moi, reste ici.